à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SummerSlam 2023. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est en collaboration avec le premier partenariat de cette chaîne, Oli. Alors, Oli, c'est quoi? Eh bien, c'est une marque de thé et de boissons énergisantes. L'un des avantages de Oli est le fait qu'il y a très peu d'emballage comparé à des canettes. Par exemple, un pot de Oli est égal à 50 canettes. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, il y a un arôme et un colorant naturel. L'utilisation est hyper simple, 500 ml d'eau, on verse le tout, on secoue et c'est prêt. Pour découvrir, je vous conseille le pack découverte énergie, 7 variétés fruitées à base caféine x2, donc 14 échantillons. Le pack découverte Ice Tea, donc 7 variétés fruitées à base thé x2, donc 14 échantillons. Ou alors le pack découverte Mix, 14 variétés fruitées de la gamme énergie et Ice Tea. Alors n'hésitez pas à commander en utilisant mon code TOTALCATCH pour 10% de réduction et TOTALCATCH 5 pour 5 € de réduction lors de votre première commande. Le show qui s'ouvre avec Ricochet face à Logan Paul, un combat de 18 minutes. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5. C'était fantastique, c'était réellement fantastique. On avait beaucoup d'attentes sur ce combat parce que les deux nous l'ont vendu comme un match qui sera viral, un match qui aura des moments marquants, des moments qui seront partagés sur les réseaux sociaux. Alors bizarrement, j'ai presque envie de dire oui, il y a des moments très forts, mais est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a une prise particulière qui attire plus notre attention qu'une autre? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr et c'est presque un point positif et je vais revenir dessus parce que c'est un match de 18 minutes. Je ne m'attendais pas à un match aussi long entre les deux. Je m'attendais vraiment à un match de 10-12 minutes avec un rythme hyper rapide où vraiment ça ne s'arrête pas et dès le début on voltige. Et c'est pas ça qu'on a. C'est-à-dire qu'on a un match donc de 18 minutes et sur les 6, 7, 8 premières minutes, on a Logan Paul qui est en total contrôle. Un Logan Paul qui montre sa maîtrise et qui est presque, j'ai envie de dire, un ring général. J'ai envie de dire à la manière d'un Gunther. Mais non, de façon plus sérieuse, quelqu'un qui contrôle, qui est en maîtrise, qui certes porte de grosses prises. Hein. Moi j'en ai une, par exemple, le buckshot lariat à l'extérieur du ring, c'est-à-dire qu'il le fait, mais en sortant, enfin, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais d'habitude il le fait, mais à l'intérieur du ring, là il le fait, mais à l'extérieur du ring. Je trouvais ça vraiment sublime. Il y a même un Spanish Fly à l'extérieur dans ce début de combat. On a des bonnes prises, mais je trouve qu'on est sur un rythme moyen plus, mais que j'aime beaucoup. C'est que j'aime vraiment beaucoup, parce que Logan Paul va énormément interagir avec le public. Logan Paul est vraiment excellent parce qu'il a compris ce que c'était le catch, en tout cas chez WWE. La technique, c'est bien, mais si tu n'interagis pas avec le public, si tu n'arrives pas à avoir une connexion avec ce public, ça n'a pas grand intérêt. Il a vraiment tout compris, il est vraiment excellent dans ce rôle et je trouve que c'est lui qui porte le match, alors que Ricochet bien évidemment va ensuite revenir dans le combat et on va avoir des prises assez impressionnantes. Je pense à ce super Nightbreaker du haut de la 3e corde qui était vraiment sublime là aussi. On a là, forcément, je pense que c'est la prise du combat. C'est finalement Logan Paul qui va apporter un moonsault sur le coin du ring. Ricochet va réussir à le rattraper en plein air, mais Logan Paul va réussir à apporter un tornado DDT. Prise impressionnante, surtout parfaitement exécutée, alors que c'est vraiment pas évident. Franchement, ouais, c'est un régal. Et comme je l'ai dit, dans les premières minutes, c'est pas forcément dans le registre qu'on attendait, mais c'est absolument pas pour me déplaire. Finalement, à la fin du combat, un ami de Logan Paul, un ami de la sécurité, on ne comprend pas trop ce qui se passe, va lui donner un point américain. Personne ne l'a vu, l'arbitre, Ricochet, personne ne l'a vu, et Logan Paul va en profiter pour remporter ce combat. J'avais pronostiqué Ricochet pour lui donner un peu de momentum. Bon, non, on va sur une victoire de Logan Paul, on veut lui donner des victoires. Je ne sais pas quel est finalement l'emploi du temps de Logan Paul, est-ce qu'il va être présent lors du prochain PLE, j'en suis pas sûr, mais en tout cas on lui a quand même donné une grosse victoire à SummerSlam, et ça c'est pas anodin. Cody Rhodes fait face à Brock Lesnar pour le 3e et dernier combat de cette histoire, un match qui va durer environ 17 minutes. Ma note pour ce match est de, là aussi,
4,5 sur 5. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai mis 4,5 sur 5 au premier combat, je mets 4,5 au deuxième combat, et pourtant c'est des matchs totalement différents. C'est pour ça que je rappelle que ce sont des notes, des étoiles par rapport à mes critères personnels. Je n'ai pas un barème, je me dis pas, ok, ça a coché ces cases-là, donc ça fait tant d'étoiles, tant d'étoiles, tant d'étoiles. Non, non, c'est personnel, c'est par rapport à mon feeling, à mon ressenti. Donc, bien évidemment, ne prenez pas forcément en compte mes étoiles à moi, mais simplement plutôt mes arguments. C'est juste pour moi me permettre finalement de classer les matchs dans la soirée par rapport à ce que j'ai aimé ou non. Vous pouvez bien évidemment les noter aussi, mais là aussi, ce sera selon vos goûts. J'imagine qu'il n'y a pas réellement de barème. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Voilà, je tenais à préciser et bien évidemment, respectez mes notes en commentaire et respectez les notes aussi des autres dans les commentaires. Voilà, ne soyez pas irrespectueux. Voilà, petite information, je le dis comme ça. Ouais, c'était là aussi ce que j'attendais. Logan Paul Ricochet a répondu aux attentes. Brock Lesnar Cody Rhodes a répondu aux attentes. Je trouve, parce que c'était donc le dernier combat de cette histoire, un combat qui n'a pas eu de stipulation, un peu à la surprise générale, hein, on entendait vraiment une grosse stipulation pour terminer cette grosse guerre, on l'a pas eu, donc il fallait terminer sur du lourd, il fallait terminer sur de la dramaturgie, et on l'a eu parce que c'est un combat qui ressemble vraiment beaucoup au combat j'ai envie de dire du grand Lesnar, entre guillemets, parce que c'est un match assez long. Ça faisait un petit moment que Lesnar n'avait pas fait des matchs aussi longs. Peut-être l'année dernière à SummerSlam face à Roman Reigns, mais bon, c'était un match avec stipulation, etc. Donc c'est quand même différent. Mais ouais, parce que c'est un match où Lesnar va être en totale démonstration, en totale destruction. Il me fait vraiment penser au Lesnar-Cena de SummerSlam 2014. Pas la même fin, mais vraiment ça où Lesnar va faire voltiger Cody Rhodes dans tous les sens. Et c'est là où Cody Rhodes est excellent. Même s'il en fait des caisses, mais justement, c'est ce qu'on aime, c'est qu'il en fait des caisses. Il va vraiment se retourner dans tous les sens. Il va limite pleurer. Il est en total, j'ai envie de dire, en total cinéma. Non, vraiment, il est excellent. Et c'est ce que j'attendais de ce combat. C'est ce que je voulais de ce combat. Qu'on rajoute cette dramaturgie-là, ce côté monstrueux de Brock Lesnar qui a l'air imbattable, qui chaque fois que Cody Rhodes veut revenir dans le combat, le met au sol et surtout il va faire quelque chose, c'est que il va le mettre à l'extérieur du ring tout le temps. Ça va arriver 4-5 fois. Il va le faire décompter à l'extérieur du ring, l'air de dire « Non, non, tu ne mérites pas d'être sur le même ring que moi. Tu n'es pas au niveau, va-t'en. » J'ai beaucoup aimé cette attitude de Brock Lesnar. Il y a un fait quand même qu'on doit retenir. C'est que Cody Rhodes devrait être disqualifié. Non. Cody Rhodes va se servir des escaliers. Autant, quand tu projettes quelqu'un sur les escaliers, ça va. Mais là, il va projeter les escaliers sur Brock Lesnar. Pas de disqualification. Donc il se sert d'un objet dans un match simple. Pas de disqualification. Et je crois que c'est pas la première fois qu'on voit ça chez WWE. Avec les escaliers, il y a une règle un peu bizarre. C'est-à-dire que dans les escaliers, franchement, ça passe. Franchement, les escaliers, ça passe. C'est un peu mon seul moment d'incompréhension pendant ce combat. Et j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux que beaucoup d'entre vous n'ont plus trop suivi ce combat derrière et sont sortis de ce match après ça. Je peux l'entendre, vraiment, mais vu que c'est pas la première fois que je vois ça, j'étais surpris, on va dire, pendant 20-30 secondes, et ensuite je suis revenu dans le combat. Un combat donc qui va se terminer, j'ai envie de dire, classique. Cody Rhodes va enchaîner ses 3 crossroads et remporter le combat. Victoire clean de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui remporte cette guerre face à Brock Lesnar. Hyper important, je trouve qu'il gagne clean, qu'il remporte cette histoire-là. Ça le met encore plus en avant et je pense que Cody Rhodes est peut-être plus en avant que lorsqu'il était dans le main event de WrestleMania face à Roman Reigns. C'est une forte possibilité. Et l'après-match est hyper intéressante, où Brock Lesnar va clairement reconnaître Cody Rhodes, à la manière d'un Roman Reigns. Non, il va clairement, ok, t'es Cody Rhodes, je te respecte. Et d'ailleurs, Triple H l'a dit en conférence de presse, c'était absolument pas scripté. Cette accolade entre les deux, ce câlin entre les deux, cette poignée de main, c'était absolument pas scripté. C'était vraiment un moment où Brock Lesnar a décidé de choquer un peu tout le monde. D'ailleurs, Triple H dit c'était mon holy shit moment à moi, parce que je m'y attendais absolument pas. Et ouais, ça veut quand même dire beaucoup. Quand Brock Lesnar commence à te respecter de cette manière-là, quand Brock Lesnar lui-même te fait une accolade, te serre la main,
ok, là c'est que tu es vraiment en place dans le business, c'est que tu es vraiment en place chez WWE, et ouais, on a hâte de voir la suite, mais ce qui est sûr c'est que cette histoire s'est conclue de la meilleure des manières. On enchaîne avec la bataille royale. Alors, je vais faire plutôt vite, honnêtement, parce que ça reste une battle royale et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Elle était vraiment très honnête, cette battle royale. Comme toujours, les battle royales sont intéressantes quand il reste 4, 5 personnes sur le ring, et ça a été le cas encore une fois. Ce que j'ai noté par exemple, c'est eh bien, la mini-alliance qu'on a eue entre Grayson Waller et The Miz. Est-ce que ça présage de quelque chose? Pas sûr, hein. L'un est à Raw, l'autre est à SmackDown, mais en tout cas on a un bon combo entre les deux, ce stunner finalement, combo stunner et Skull Crushing Finale, qui était vraiment sympa. On a eu le retour d'Omas. Ok, Omas qui dort pendant 6 mois de l'année et revient de temps en temps, voilà, ok. Pas intéressant de mon côté en tout cas, mais finalement on va se terminer avec Sheamus et LA Knight. C'était plutôt sympa de terminer avec ça. Et petit clin d'œil, il y avait eu un botch lors de SmackDown. LA Knight devait porter une belly to belly overhead suplex. Enfin, c'est pas vraiment overhead, mais si, hein. Si en fait c'est overhead suplex, mais du haut du coin du ring, hein, c'est une de ses prises favorites. Et ça avait été botché, les deux étaient tombés. Là, LA Knight va bien l'apporter, donc très très bien. Voilà, on rattrape l'erreur de SmackDown, c'est excellent. Et LA Knight va remporter ce combat. Pas de surprise, c'est le bon choix, bien évidemment. 50 000 personnes qui étaient derrière LA Knight, 50 000 personnes qui étaient bouillantes lors de ce combat. On en reparlera du public pendant le show, ça a varié, mais ouais, c'est le bon choix, bien évidemment, c'est ce qu'il fallait faire. Ce match a quasiment été créé pour LA Knight, j'ai envie de dire, donc victoire facile, victoire logique de LA Knight. Bien évidemment, maintenant, c'est ce qu'on attend le plus, c'est l'après SummerSlam. Que va être l'après SummerSlam de LA Knight? On a envie de savoir. Shayna Baszler fait face à Ronda Rousey dans un match de MMA. Ma note pour ce combat est de 2 sur 5. Pas la moyenne pour ce match féminin que j'attendais. J'avais vraiment des attentes parce que l'histoire entre les deux était vraiment bonne. La dernière promo, le dernier vidéo package qu'on a eu était vraiment sublime à Raw, vraiment, ça m'a hypé. Mais j'avais une interrogation. J'avais une interrogation sur cette stipulation parce que on te le vendait vraiment comme un match MMA et c'était à double tranchant. Soit ça allait être vraiment top, soit ça allait être vraiment pas bon. C'était pas bon. C'était pas bon et je mets 2, je mets pas 1 par exemple parce que je trouve quand même qu'il y a de bonnes idées dans le match. Il y a 2-3 prises assez marquantes, 2 moments intéressants, mais le public déjà en a rien à faire. Voilà, ça faut le dire, le public, c'était vraiment la pause pipi pour tout le monde, la pause toilette pour le public. De toute façon tu le vois, hein, tu regardes le fond, vraiment pendant le combat, tu vois des gens qui partent tranquillement, voilà, se disent, bon, je vais pas gratter grand chose, je peux pas vraiment leur en vouloir, hein, sur un show qui va durer 4 heures, de prendre une petite pause pipi à ce moment-là. Mais ouais, c'était finalement pas bon et j'en suis presque triste, entre guillemets, parce que j'aurais aimé un vrai bon combat et c'est vrai que là, on se dit, ouais, si ça avait été un pit fight match ou rien qu'un Extreme Rules match, mais au moins que ce soit un vrai match de catch, ça aurait été meilleur. Ça aurait vraiment été meilleur parce que finalement, là, on se retrouve avec un match de MMA qui est soft et c'est très bizarre. C'est-à-dire que tu vois que ça frappe, mais tu vois que ça frappe pas non plus à 100%. Ça fait du catch, mais ça fait pas vraiment du catch non plus. Donc ça fait pas tout à 100%. Et au final, ça rend pas bien. Ça rend vraiment pas bien. Il n'y a pas de botch ou quoi que ce soit. Mais juste, j'accroche pas. En tout cas, moi, je rentre pas dans le combat. Je m'y attendais. C'est Shayna Baszler qui va remporter ce combat. Je m'y attendais parce que pour moi, Ronda Rousey allait laisser sa copine gagner. Elle allait laisser ce moment de gloire, ce moment victorieux pour Shayna Baszler, comme quoi, hein. Ouais, Ronda Rousey, elle s'est partagée. Je pense que beaucoup de choses qui ont été dites sur Ronda Rousey ces derniers mois, ou même ces dernières années, ne sont pas vraiment vraies, hein, sur le côté égoïste, etc. Je pense vraiment qu'elle pense au business, et là, pour le coup, voilà, elle a pensé au business, parce que la victoire de Shayna Baszler, c'est intéressant pour la suite, même si, est-ce que vraiment ça va lui donner du momentum, une victoire face à Ronda Rousey dans une ambiance, dans pas d'ambiance, tout simplement. Je suis pas si sûr que ça. Maintenant, que va faire Ronda Rousey? Va-t-elle prendre une pause? Va-t-elle s'en aller définitivement? Je pense que définitivement, ça n'existe plus chez WWE, dans le sens où on a vu des gens faire leur retour. On s'y attendait pas. Donc,
je mets pas ça de côté. Mais ouais, ça semblait quand même une petite fin pour Ronda Rousey. On verra où ça va mener. Et comme j'ai dit, pour Shayna Baszler, est-ce que ce momentum va vraiment lui servir? Affaire à suivre. Gunther défend son titre de champion intercontinental face à Drew McIntyre dans un match d'environ 14 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,25 sur 5. C'était bon et je vais directement le dire. Ça fait 2 pay-per-view d'affilée, 2 PLE d'affilée, où finalement je vois des avis en mode c'était bon, mais en fait on est tellement habitué à des 5 étoiles de Gunther maintenant, et bien qu'on est presque déçu quand c'est du 4, 4,25, comme face à Riddle lors de Money in the Bank. Là, face à Drew McIntyre, je trouve ça vraiment très bon, mais c'est vrai que ça marque pas. Voilà, c'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Est-ce que ça fait de ce match un mauvais match si c'est pas extraordinaire? Non, c'est pour ça qu'il faut toujours doser, mais c'est vrai qu'on a toujours de grosses attentes avec Gunther maintenant. Mais ça reste un très bon combat. Le public qui met du temps à rentrer dans le combat, je pense que c'est dû aussi au match d'avant, au match entre Baszler et Rousey. Le public était un peu endormi et met 6-7 minutes à rentrer dans le combat, alors que Gunther et Drew McIntyre, eux, sont bien dans ce combat, dans le sens où dès le début, ça va frapper fort. Franchement, au bout de 5 minutes, McIntyre, il a déjà le torse qui est vraiment mais tout rouge. Vraiment, tu peux le voir à des kilomètres, ce torse rouge. Et même Gunther, Gunther va être bien marqué aussi. C'est un match de Gunther, c'est un match de McIntyre, c'est intense, c'est violent, ça frappe fort. C'est ce qu'on aime en fait. C'est juste que ça passe pas l'étape supérieure, ça passe pas le côté épique. Ça reste très bon, mais il n'y a pas le côté en plus. Mais encore une fois, ça reste un très bon combat. J'aime beaucoup l'enchaînement final de Gunther finalement, où il ne fait pas simplement son finish pour gagner, parce qu'on le sait, Gunther a plusieurs manières de gagner les combats, mais là il va tout enchaîner d'un coup finalement. Je crois qu'il fait splash, close line et ensuite powerbomb, 1, 2, 3, victoire de Gunther qui conserve. Je m'attendais à cette victoire de Gunther bien évidemment. McIntyre en sortant du ring avait l'air assez énervé. Alors est-ce que ça va amener un heel turn de McIntyre? Bon, maintenant on voit des heel turns un peu partout. On verra bien où ça va. Mais en tout cas, McIntyre avait l'air énervé et je pense pas que ce soit anodin. Je pense que ça va être important pour la suite de McIntyre, parce qu'il y aura bien une suite pour McIntyre. Pas autour du titre intercontinental, mais en tout cas, il y aura bien une suite. Et pour Gunther, le prochain PLE, c'est Payback. Peut-être un adversaire moindre, entre guillemets, du genre Gable, pourquoi pas un Johnny Gargano, je ne sais pas. Je pense qu'on va être plutôt sur ce type d'adversaire-là pour finalement arriver petit à petit au record finalement de jours en tant que champion intercontinental. Je pense qu'il va vraiment le battre. En tout cas, il est vraiment sur la bonne voie. 7. Rollins défend son titre de champion du monde poids lourd face à Finn Balor dans un combat d'environ 20 minutes. Et je le dis, c'est mon coup de cœur de la soirée. 5 sur 5. C'était parfait. C'était parfait dans ce que j'attendais. C'était exactement ce que j'attendais, mais à un niveau presque supérieur. Parce que j'ai eu le Balor que j'aime. Vraiment, j'ai eu vraiment le Balor que j'aime. Ce Balor agressif, capable de tout faire. Déjà, depuis quelques semaines, on le dit, je trouve que c'est bien mieux du côté de Balor en termes de promo et en termes de personnalité. Plus agressif, on nous rappelle beaucoup ce côté des 7 ans, ce match qui a eu lieu entre les deux à SummerSlam, où finalement Balor est devenu champion Universal, mais s'est blessé suite à une powerbomb finalement de Seth Rollins. Ça a été ramené à plusieurs reprises et clairement ça va être le sujet central de ce match. Alors bien évidemment le titre aussi, mais le sujet central c'est cette histoire entre les deux. Cette histoire qui a été créée il y a 7 ans, avec par exemple un Finn Balor qui a écrit au niveau de l'épaule, 7 years, 7 ans donc au niveau de l'épaule qu'il avait blessé finalement il y a 7 ans. Un Rollins qui arrive avec le haut de sa tenue qu'il avait il y a 7 ans, avec les chaussures marquées 7 ans. Ouais, il y a beaucoup de références à ça et pendant le combat, on y fait énormément référence avec un Balor qui, j'adore, va forcer sur l'épaule de Rollins. Ok, t'as voulu me blesser il y a 7 ans, moi c'est toujours pas passé, je vais te détruire ton épaule. Je vais faire que ça, je vais travailler ton épaule pendant de longues minutes, même à te porter des powerbombs sur les barricades la manière dont tu me l'as fait finalement il y a 7 ans. C'est de cette manière-là que je me suis blessé. Je vais te blesser, je vais essayer de te blesser, je vais essayer de te faire mal.
j'ai beaucoup aimé. C'est le Balor que j'aime et je trouve que là, on attendait ce gros combat entre Balor et Rollins. Pour moi, Money in the Bank, c'était bon. Là, on est sur un niveau supérieur. Là, ok, on a passé le côté épique et c'est pour ça que je mets 5 sur 5 parce qu'il y a ça et il y a le côté, bien évidemment, dramaturgie. Bien évidemment, ce titre de champion du monde et ce cash-in de Damien Priest qui doit arriver, peut arriver. Ça rajoute forcément quelque chose à ce combat et ça va être tout l'enjeu de cette fin de match, vraiment sur les 3-4 dernières minutes. On a donc le Judgment Day qui vont arriver. Et je pensais vraiment à ce moment-là que Balor allait l'emporter. Vraiment, je le voyais à 1000%. Au moment où le Judgment Day font leur intervention et que Balor porte son stomp, enfin son coup de gras, pardon, son coup de grâce, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 2,99. Honnêtement, je pensais que c'était la fin. Je pensais que Balor l'avait emporté. Je pensais que Balor était le nouveau champion du monde poids lourd. Désolé Arwax, ce n'est pas le cas parce que eh bien, il va y avoir encore des problèmes en termes de timing avec Damien Priest qui va vouloir cash-in, incompréhension avec Balor, et finalement, Rollins va profiter bien que la mallette soit sur le ring pour porter son Kurt Stomp dessus. 1, 2, 3, victoire de Rollins qui conserve son titre. 5 étoiles, vraiment 5 étoiles pour moi, c'était exactement ce que je voulais. J'ai trouvé ça vraiment parfait. Les regards qu'il y avait entre Balor et Priest après le combat, je l'avais dit, les tensions sont toujours présentes. C'est une amitié de façade. Vraiment, on nous montrait sur les dernières semaines que tout allait mieux, tout allait bien. Non. Il y a un titre de champion du monde en jeu. Tout ne va pas bien. Et là, ça ressurgit au pire des moments. Je pense qu'on va partir sur Balor Priest. Alors, de quelle manière? Peut-être pas directement à Raw ce lundi. Je ne sais pas. À voir ce que va faire Rollins. Certains attendent même un match à 3, possiblement à Payback. J'aime pas trop ça parce que Damien Priest a la mallette, donc j'aime pas trop le voir directement dans des matchs de championnat alors qu'il a la mallette, ça m'intéresse pas. Et je pense que cette histoire a déjà été racontée entre Rollins et Balor et Priest. J'ai pas forcément envie de voir ça étalé sur un mois de plus. Bref, c'était assez fantastique et merci messieurs parce que vraiment j'avais beaucoup d'attentes et ils ont vraiment répondu présent. Asuka défend son titre de championne de la WWE face à Charlotte Flair et Bianca Belair dans un match d'environ 22 minutes. Ma note pour ce combat est de 3 sur 5. Petite déception, voire grosse déception ce combat. Alors, pour moi, l'histoire était pas bonne entre les trois. Vraiment, c'est pas une histoire qui m'a intéressé. Malgré les bonnes vignettes qu'il y a eu là, finalement, ce vendredi à SmackDown, ça m'a pas suffi. Mais pour le coup, j'attendais le combat. On parle quand même de 3 légendes de la WWE. Je pense qu'on peut facilement dire ce terme pour ces 3 femmes, à des échelles différentes, mais je pense que ce sont des légendes déjà de la WWE, avec un talent assez certain, un talent vraiment pur. Voilà, des alchimies qui ont été créées, je veux dire, des matchs 1 contre 1 entre Asuka, Bianca Belair, Asuka, Charlotte, Bianca, Charlotte, bref. Tout était réuni pour avoir un très gros combat. J'ai pas eu ça. Vraiment, j'ai vraiment pas eu ça et je suis vraiment déçu. C'est un match à 3. Pour le coup, là, aucun problème. Vraiment, il n'y a pas ce côté. L'une des fans va rester pendant 5-10 minutes à l'extérieur du ring et on va être sur un 1 contre 1 pendant 10 minutes. Non, c'était un vrai match à 3. Les 3 sont quasiment tout le temps ensemble sur le ring. Et c'est peut-être ça qui cause finalement ces approximations, ces problèmes de timing. J'ai trouvé que c'était un match tellement peu précis. Vraiment, c'est la Charlotte Flair que j'aime pas, par exemple. J'aime beaucoup Charlotte Flair, mais de temps en temps, il y a des matchs où je trouve qu'elle passe à côté. Je trouve que, par exemple, là, elle passe totalement à côté. Asuka, par exemple, je trouve elle passe à côté. Bianca est peut-être celle qui s'en sort le mieux, mais elle ressort pas du lot non plus. Mais je trouve que Charlotte Flair, vraiment, c'est le type de match où elle m'exaspère. Parce qu'elle loupe tout. Elle a des problèmes de timing. Toutes ses prises sont très approximatives, ne sont pas précises, ne sont pas bien portées, que ce soit les moonsaults, que ce soit son natural selection qui est vraiment mal porté. Il y a plein de choses qui vont pas. Même quand elle fait sa pirouette avant de porter finalement une close line, il faut qu'elle arrête ça. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Ce côté, c'est même pas une roue, mais ça ne donne pas assez de puissance, ça ne donne pas assez de vitesse. Ne fais pas ça, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment une grosse déception parce que je ne suis pas entraîné par ce combat. Et le public non plus d'ailleurs. Le public n'en a pas grand chose à faire sur la fin du match. Ils vont se réveiller parce qu'on va avoir une histoire plutôt bien écrite à ce moment-là. Bianca Belair va
se blesser à l'extérieur du ring au niveau du genou. Bianca Belair va presque être évacuée par la sécurité, par les officiels. Honnêtement, sur le coup, je me pose des questions sur le fait que ce soit réel ou non. Mais non, ce n'est pas réel. Charlotte Flair est en train de porter sa prise en 4, même sa prise en 8 sur le ring. Bianca Belair, alors qu'elle souffre, va réussir à monter sur le coin. 450 splash, magnifique. On va voir ensuite un enchaînement où Asuka va porter son mist sur Charlotte Flair, mais il va vouloir le porter sur Bianca Belair, mais ne va pas réussir. Bianca en profite, sorte de roll-up, 1, 2, 3, victoire de Bianca Belair qui devient la nouvelle championne. Sur le coup, je comprends pas ce choix. Je le comprends toujours pas, malgré ce qui se passe ensuite, parce que à la limite, pourquoi tu ne laisses pas le titre sur Asuka? Pourquoi tu ne laisses pas cette victoire à Asuka? Quel est l'intérêt de donner finalement le titre à Bianca Belair, à part pour le palmarès? Je ne sais pas, mais quel est l'intérêt à ce moment-là de la faire gagner? Pour l'après-match, on comprend un peu dans le sens où Io Sky va venir cash-in sa mallette, et on le comprend un peu parce qu'elle va s'en prendre à la jambe affaiblie de Bianca Belair. Donc ok, à ce niveau-là, tu peux le comprendre, mais bon, tu aurais pu faire la même histoire avec une Asuka, par exemple, ça n'aurait pas changé grand-chose. Io Sky donc cash-in sa mallette, il va réussir son cash-in, 1, 2, 3, victoire de Io Sky qui devient la nouvelle championne. Elle célèbre avec Bayley et même Dakota Kai qui était présente, ça j'ai trouvé ça génial. Et je suis un aigri, mais je devrais être hyper content pour Io Sky parce que j'adore cette catcheuse, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Et on est ravis de l'avoir enfin championne parce qu'elle a le talent pour être championne. Mais je ne peux pas m'empêcher, au moment où elle devient championne, de penser à l'avenir, de penser à la suite et de me dire, elle va pas être bien bookée. Elle va être bookée comme Asuka, elle va être bookée comme Bianca Belair. Et du coup, je profite pas à 100% du moment. Et vraiment, ça me saoule parce que je le contrôle pas, ça, sur le coup. Mais sur le coup, vraiment, j'ai ce côté, il y a une partie de moi qui a envie vraiment de me lever du canapé et d'être hyper heureux. Et il y a tout de suite l'autre partie qui réagit, qui me dit, ouais, mais ça va mener nulle part. Ça va mener à rien. Donc je suis quand même content, avec du recul, avec finalement une nuit de sommeil, enfin une nuit, quelques heures de sommeil, mais je suis quand même très heureux pour Io Sky, vraiment très très content, et de l'avoir avec le titre, vraiment ça me rend heureux, ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, je trouve que le tout a été mal emmené, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, le match est beaucoup trop long. Le match est beaucoup trop long, c'est plus de 20 minutes de combat, c'est beaucoup trop, vraiment. C'est trop, t'as pas besoin. T'as pas besoin de faire 22 minutes de combat pour ça. Vraiment, je trouve que t'avais vraiment pas besoin de ça. C'était pas utile. Donc vraiment une grosse déception, ce combat féminin. Et le main event, Roman Reigns défend son titre de champion incontesté de la WWE face à Jey Uso. Un match qui sera un tribal combat. Un combat qui va durer environ 35 minutes. Ma note pour ce match est de 4,25. Petit point directement, c'était trop long. Voilà, je l'ai dit pour le combat féminin, je le dis pour ce main event. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire des matchs aussi longs. On va me donner des exemples, bien évidemment, dans l'histoire de matchs qui ont duré 35 minutes, 30 minutes, et qui sont fantastiques, qui sont des classiques, bien évidemment, on est d'accord. Mais quand même. Franchement, le match s'est terminé. Il y avait du soleil dans mon salon quand même. Le soleil était déjà en train de se lever. C'est pour vous dire quand même. je regarde quand même par la fenêtre et je vois le soleil. Je me dis, mais attends, il est quelle heure là? Donc il était déjà très tard. Et ça a possiblement joué aussi sur mon attention pendant le combat. Un combat donc qui était un tribal combat et clairement je trouve que ça a été utile à ce match parce que j'avais peur et c'était vraiment mes craintes lors de ma vidéo pronostic qu'on ait un combat à sens unique, pendant 95% du temps avec un Roman Reigns qui est en domination, qui est en trash talk et un Jey Uso qui revient dans le combat à la fin du match. C'était mes craintes. Et on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu grâce à cette stipulation justement parce que on va se servir d'objets, on va se servir de kendo stick, de chaises, ce qui va permettre à Jey Uso de prendre le dessus, d'être lui aussi en domination. Le public est investi, pour le coup, rien à dire, le public est à fond dans le combat, est à fond derrière Jey Uso, ça fonctionne très bien. Franchement, on va dire pendant les 20-25 premières minutes, je trouve ça long.
Ça, c'est vraiment une évidence. Mais je passe un vrai bon moment. Parce que c'est ce que j'attendais. J'attendais ce type de match-là. Un peu violent. Un Roman Reigns qui va prendre un Samoan Drop sur une table et qui va pisser le sang au niveau du coude. Franchement, il y a tout qui est réuni, en tout cas, moi, pour me faire plaisir. En tout cas, moi, franchement, j'aime beaucoup ce combat. Vraiment, c'est un match que j'aime bien. Ensuite, on a l'arrivée de Solo Sikoa, qui change aussi la physionomie. On se retrouve en 2 contre 1. Mais c'est intéressant aussi, Solo Sikoa qui va faire passer Jay à travers une table. Mais on va avoir des tensions entre Solo et Roman Reigns. Ce que j'aime pas sur ces tensions, c'est que ces tensions arrivent tout le temps, finalement, quand Roman Reigns va porter un spear, par exemple, sur Solo Sikoa, ou inversement. Ça arrive que sur des mauvaises communications. Ça n'arrive pas sur des choix faits par Solo, des choix faits par Roman Reigns. C'est finalement de la mauvaise communication à chaque fois. On est vraiment que sur cette tension-là, et ça va jouer là aussi parce que Jey Uso va profiter de cette tension suite à un spear malencontreux porté sur Solo Sikoa, lui pour enchaîner un spear sur Roman Reigns. On pense peut-être que c'est fini à ce moment-là, il va même réussir à porter finalement son big splash. On se dit ok, on y est presque, ok, peut-être qu'il va le faire. Et bah non, parce que quelqu'un va tirer finalement au moment du tombé, eh bien Jey Uso en dehors du ring, un homme cagoulé, capuché plutôt. Franchement sur le coup, j'avais complètement oublié Jimmy Uso. Voilà, j'avais complètement zappé. Je me suis dit, ok, c'est encore un cousin de la Bloodline, c'est encore un frère de Roman Reigns, un cousin, je ne sais pas. Franchement, je me suis dit, c'est encore un truc comme ça. Ils sont tellement nombreux dans cette famille Zaman que c'était une possibilité, franchement. Mais non, c'est bien Jimmy Uso. Jimmy Uso qui va donc empêcher Jey Uso de l'emporter. Va lui porter un super kick dans le visage. Roman Reigns sur le ring va ensuite faire ce qu'il a à faire et remporter ce combat. Donc victoire de Roman Reigns qui bat Jey Uso, qui conserve son titre. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Et je sais déjà l'histoire qui va nous être racontée et qui déjà fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, et vous êtes nombreux à me le dire. C'est une histoire de jalousie. Voilà, Jimmy Uso est jaloux de Jey Uso. C'est lui qui, possiblement, aurait dû être le prochain chef de tribu, et il n'aime pas cette mise en avant de Jey Uso. Ok, moi je suis plutôt d'accord sur cette partie de l'histoire, sur la jalousie de Jimmy Uso. Franchement, tu peux me le vendre. Tu peux totalement me le vendre, la jalousie de Jimmy. Mais pas maintenant. Pas maintenant, pas à ce moment-là. En termes de timing, ça ne fait aucun sens. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, Jimmy Uso s'est fait fracasser par Solo Sikoa et Roman Reigns, était donc blessé. Là, il fait son retour. La première chose à laquelle il pense, c'est de coûter le match à Jey Uso et de donner une victoire à quelqu'un qui l'a envoyé à l'hôpital il y a 3 semaines. Parce qu'on va me dire, oui, mais le but de Jimmy, c'est simplement que Jey gagne, pas que Roman Reigns gagne en fait. Finalement, il veut coûter le match à Jey Uso, mais c'est pas lui qui donne la victoire à Roman Reigns. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où il n'est pas allié avec Roman Reigns. Oui, ok. Et d'un point de vue factuel, c'est ce qu'il fait. Il donne la victoire à Roman Reigns en faisant ça. Et ça ne fait aucun sens. C'est lui qui a trahi Roman Reigns il y a quelques mois. C'est lui qui l'a fait. C'est Jimmy Uso qui l'a fait. Il y a 3 semaines, il s'est fait fracasser par Solo Sikoa et par et Roman Reigns. Et là, il revient. La première chose qu'il fait, c'est s'en prendre à son frère. Alors on va me dire, oui, ça a été teasé il y a quelques semaines, le côté jalousie. Mais c'est trop peu. C'est trop peu pour me vendre quelque chose de crédible sur cette jalousie de Jimmy Uso. Si tu avais d'autres indices, si tu avais quelque chose qui avait été fait plus dans la durée, avec vraiment des indices petit à petit, qui revenaient, et à un moment ça pète. Ok, pas de souci, j'achète cette histoire. Là, j'achète pas. J'achète vraiment pas. Et moi, j'avais pronostiqué une victoire de Roman Reigns. C'est pas la victoire de Roman Reigns qui me gêne. C'est pas le fait que Roman Reigns conserve son titre qui me gêne. Au contraire, ça me va très bien. C'est pas ça le problème de cette histoire. Pour moi, c'est que ça ne fait aucun sens. Dans le personnage qui est Jimmy Uso, le personnage qu'on nous a écrit ces dernières semaines, ces derniers mois, ça ne fait aucun sens. Et pour moi, c'est une facilité scénaristique. C'est une fainéantise parce qu'on va écarter du coup Jey Uso et Jimmy de cette histoire de la Bloodline. Alors sur le papier, ça me va très bien. Comme ça, on va avoir des histoires plus fraîches autour de Roman Reigns. Ça me va très bien. Mais la manière dont c'est fait, ne me faites pas croire que c'est voulu, que il y a quelques semaines, voilà, cette histoire de jalousie, et on l'avait tous remarqué. Non.
Là, finalement, vous y avez pensé parce que bah, il n'y a que ça, vraiment, il n'y a que cette explication-là, il n'y a que ce côté jalousie qui est crédible, et donc on le ressort. Mais pour moi, ça ne fait pas sens. Vraiment, ça ne fait pas sens, et je termine ce show avec un goût très, très, très amer. Bilan de ce show, un peu partagé, un peu mitigé. Globalement, ça reste bon, hein. J'ai quand même mis un 5 étoiles à un match, j'ai mis quand même 2 4,5. Donc quand même, c'est pas donné à n'importe quel PLE, mais je pense que dans la globalité, c'est le PLE le plus faible depuis quelques temps. Voilà, je trouve que Money in the Bank, finalement même Backlash, etc., je trouve que c'était quand même meilleur que ça. Il faut le dire aussi, il y avait 50 000 personnes dans la salle, et le public, je l'ai trouvé assez décevant, globalement. Bien évidemment, il y a des moments où c'est extraordinaire. L'entrée de Cody Rhodes, LA Knight, la fin de match entre Roman Reigns et Jimmy Uso, ok. Mais dans la globalité, je trouve que c'est quand même très faible. Je trouve que le public n'a pas réellement réagi à tout. Il n'y a pas de souci que tu réagisses pas à Ronda Rousey face à Shayna Baszler dans un match MMA. Je vais pas t'en vouloir. Mais voilà, le Drew McIntyre counter, il y a quelques moments où je me dis, quand même, ça aurait pu pousser un peu plus fort. Et vraiment, je trouve que pour un endroit où il y a plus de 50 000 personnes, bah, c'était plutôt décevant. J'avais aussi des grosses attentes parce que, ouais, 55 000 personnes, SummerSlam, énorme stade. Et il m'a manqué un truc. Il m'a vraiment manqué un truc. Ça reste un show, franchement, très bon. Enfin, bon, pas très bon. Je l'ai dit, c'était trop long. C'était beaucoup trop long. Vraiment, je crois que le show se termine à 6 heures, quelque chose comme ça. Donc 4 heures de show. C'est trop. C'est vraiment trop. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Des matchs ont été beaucoup trop longs, ont été trop allongés. Et ouais, ça m'a un peu gâché mon plaisir à certains moments. Donc ma note sur 10, elle est 7. Ça reste bon, hein, 7. Mais on n'est pas dans le très bon. On n'est pas dans le très très bon. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je vais aller me reposer. Salut, salut.